Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez rêvé de devenir un sportif professionnel. Vous êtes finalement devenu un champion du lancement du disque. Grâce à un disque, justement, tout tourne aussi rond pour vous qu'une terre que vous traversez à longueur d'année. Bonjour Bob Sinclair. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Eh ben, quelle joie de vous accueillir parce qu'effectivement, vous êtes tout le temps autour du monde et puis en même temps, vous avez un parcours étonnant qui mérite d'être raconté, car on le connaît peu. C'est adorable. Alors, on va l'évoquer à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 6 juin 1978. C'est un match de football France-Argentine à Buenos Aires. Et je crois que vous y êtes. Exact. C'est donc France-Argentine. On est 7 poussins à avoir été sponsorisés par la ville de Paris pour aller être la mascotte de l'équipe de France. Et donc, on est comme des fous. Donc, on participe aux entraînements, on fait des interviews. Et on a 2 places pour être sur le terrain avec l'équipe de France. Alors j'ai pris une photo avec l'équipe de France qui est donc sur le terrain avec le ballon, donc photo de l'équipe de France officielle. Je n'ai jamais retrouvé cette photo et j'ai demandé à beaucoup de journalistes qui n'ont pas retrouvé, mais voilà, donc le coach qui était là et moi, on est donc 2 à être sur et on voit ce match fabuleux, quoi. Et qu'on a perdu 2-1 à River Plate. Oui, et on a perdu à cause d'un pénalty contesté, je crois, et d'un but qu'on n'aurait jamais dû encaisser. Ouais, on n'a pas eu de chance, éliminé au premier tour de cette Coupe du Monde, mais bon, avec les Michel Platini, c'est magnifique. Et comment êtes-vous arrivé là? Comment avez-vous été sélectionné, Bob Sinclair? Alors je sais pas, alors moi on n'était pas une grande équipe de poussins, mais en tout cas, voilà, le coach avait eu cette idée à proposer, donc sûrement à la mairie de Paris, et puis ils nous ont donné l'argent pour aller là, pour faire un peu les mascottes, quoi. Mais à 9 ans, se retrouver en Argentine, c'est rare. Oui, et c'était difficile à ce moment-là, parce que je crois que c'était la dictature en Argentine, oui. Et on a 9 ans, on est excité, parce qu'on est fan de foot, et puis on joue avec des petites équipes sur place. On avait été accueillis, je me souviens, par un docteur qui avait une énorme maison, donc c'était un bel événement. Alors, vous n'avez pas vécu les coulisses de ce championnat du monde. Il faut savoir que les Bleus sont arrivés en Concorde, d'ailleurs, mais qu'il y a eu un problème avec Hidalgo, qui, quelques semaines plus tôt, a été enlevé sur une route de Gironde par des agresseurs qui voulaient absolument manifester contre la Coupe du Monde en Argentine à cause de la dictature. D'accord. Et il s'en est sorti par miracle, en tabassant ces agresseurs. D'accord. C'est assez étonnant. Sinon, il n'aurait pas pu être là-bas. D'accord. Alors, le sport, c'est votre passion à l'époque? C'est ma grande passion et toujours aujourd'hui. Oui. Comme beaucoup de petits garçons, on commence à jouer au football. Et puis, j'ai vu que j'avais pas beaucoup de talent. Mais bon, voilà, j'ai fait jusqu'à 14 ans. Et puis après, un peu de tennis. Et c'est vrai que je rêvais. Alors, évidemment, en 83, Yannick Noah gagne Roland-Garros. Donc, on était pas mal aussi au niveau du football. Donc, ça donnait beaucoup de rêves. Mais j'avais pas de talent, malheureusement. Alors, vous êtes né à Bois-Colombes, je crois. Je suis né à Paris. Moi, ma sœur est née à Bois-Colombes. Voilà, parce qu'on dit toujours, vous êtes né à Bois-Colombes. C'est Carlito qui est né à Bois-Colombes. Carlito. De McFly et Carlito. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, moi je suis né à la clinique des Bleuets, oui. Donc à l'avenue de la République, exactement comme Nikos, oui. à 3 jours d'intervalle. Incroyable. Ah oui, donc nos mamans étaient dans la même clinique. Et vous êtes d'origine bretonne? Oui, mes parents sont de Douarnenez. Oui, et vous savez qu'à Douarnenez, c'est la ville dans laquelle a été inventé le Queen Mam, le gâteau avec du beurre. D'accord, bon. Alors vous grandissez dans un quartier qui ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui, c'est le Marais. Exactement. Le Marais était un quartier de bureaux à l'époque, il y a maintenant 50 ans, et c'était aussi le quartier du Trou des Halles, donc de Rungis, et c'est là où on vendait les légumes, la viande, etc. Il y avait beaucoup de rats, enfin c'était un quartier mal famé, quoi. Oui, et en même temps, c'était un quartier qui a eu des marécages, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelait le Marais. Exactement, et c'était le plus vieux quartier de Paris. Et puis la musique, tout de suite, vous titille. Je crois qu'à 18 mois déjà, vous faisiez tourner les disques sur la platine. Alors ça, c'est assez fou, parce que j'ai une série de photos qui a été prise par mon grand-père, donc quand j'avais 18 mois, et mon grand jeu, lui me disait, c'était de poser le 45 tours sur la platine en plastique, et puis de le retirer, puis de le poser, puis de le retirer. Je n'écoutais absolument pas la musique. C'était cette matière qui me plaisait, donc c'était assez fou. Après, j'ai oublié ça, et je suppose que le côté organique, voilà, cette alchimie avec cette matière m'a plu la première fois que je suis rentré dans un club à 18 ans. C'était au Palace, à Paris, et j'ai vu ce garçon manipuler des vinyles, et je suis tombé amoureux de la façon dont il jouait la musique.
Et dans les années où vous avez grandi, la grande mode, c'est le Tepaz, qui est un électrophone que tous les jeunes s'offrent parce qu'il est pas cher. Et le Tepaz a été inventé par Marcel Tepaz, qui n'est autre que le grand-père de Jean-Michel Jarre. D'accord. Comme quoi, tout se rejoint. Alors, l'enfance, elle est tranquille et solitaire, Bob Sinclair. Oui, elle est faite un petit peu de déception parce que je me donne à fond dans le sport et je vois que malheureusement, j'ai aucun talent. Donc il y a une petite tristesse, mais en même temps, 14 ans, j'écoute Radio Nova, j'écoute toutes les radios libres de l'époque. Et puis il y a ces musiques qui arrivent, donc le funk, les débuts de la house, le rap, tout ça, il y a quelque chose qui se passe. Oui, quelque chose qui se passe, mais en même temps, vous ne voyez pas l'avenir. Je crois que vous avez fait un BTS commercial. Action commerciale, oui. C'est quoi, ça? Ça, c'est un peu le bac G de l'époque. C'est un peu ce qu'on peut. Alors, c'est vrai qu'à 18 ans, je commence à sortir et puis j'achète des disques, tout ça, donc j'ai mis la tête un petit peu ailleurs. Oui. Mais j'ai quand même eu le bac et puis j'ai fini mon BTS. Pour faire quoi au départ? Pour rien faire. Hein. Un bac plus 2, on fait pas grand-chose, voilà. Malheureusement, mais c'était aussi pour faire plaisir à mes parents, puis aussi pour finir un projet, le projet de l'école, voilà, pour aller au bout de quelque chose. Sans savoir peut-être ce que vous allez faire ensuite. Non, mais ça m'a quand même servi, parce qu'il y avait des notions de comptabilité, des notions un petit peu commerciales. Ouais. Donc, quand on commence un label en 92-93 avec mon associé DJ Yellow, il fallait avoir des notions, comment s'inscrire évidemment à la chambre de commerce, voilà, tout ça. Donc ça m'a servi quand même. Et les vacances, je crois que vous pratiquez le tennis, mais au Club Med? Et non, ça aussi, c'est du Wikipédia, on en a parlé plusieurs fois, non. Mais j'ai postulé pour être éducateur, en tout cas prof de tennis au Club Med, à un moment où vers 18 ans, j'avais pas je sais pas, j'aimais bien la montagne, je faisais bien du ski, je jouais modestement au tennis, mais ça allait. En tout cas, je me suis dit, tiens, on va essayer d'aller vers les voyages, puis j'ai pas été accepté. Pourquoi? J'avais pas le niveau de tennis requis, mais j'aurais pu postuler en tant que DJ, mais j'avais pas encore la collection de disques pour ça. Voilà, il y a des choses qui se font pas, mais tout est pour le bien. Donc on essaye d'aller vers de se créer des choix, et finalement ils viennent pas, mais ça va venir tout seul. Donc le Palace que vous fréquentez, il faut savoir que le Palace est né parce qu'un jour Yves Mourouzi, grand journaliste, était à New York, il découvre le Club 54. Au retour, il en parle à Fabrice Emmer, qui est un de ses amis, et c'est comme ça que va naître le Palace dans un ancien théâtre des années 30. Et le Palace, pour vous, c'est une découverte. C'est incroyable, c'est un lieu communautaire où tout le monde se rejoint. Alors je découvre évidemment la scène gay, les mannequins, les plus riches aux tables, mais aussi les gens un peu lookés, et tout le monde fait la fête ensemble. Et c'est l'arrivée de la house, du garage, de toutes ces nouvelles musiques électroniques qui arrivent d'Angleterre, des États-Unis. Il y a une effervescence musicale qui est extraordinaire, et je suis sous le charme de cette musique et je m'intéresse à la façon dont on la crée. Voilà. Et vous êtes toutes les nuits au Palace? Je suis pas toutes les nuits parce que c'est en même temps, je suis à l'école, hein. Oui. Donc vendredi soir, samedi soir, évidemment, avec tous les potes. Et puis dans la semaine, il y a des grosses soirées. Il y a les soirées de Sydney qui faisaient donc l'émission de HIP-HOP sur France 2, je crois, oui, France 2, à l'époque. Et lui, il fait une soirée spéciale Prince au bain-douche le lundi soir. Donc il y a aussi les soirées du Globo avec Chabin, voilà, donc qui sur le thème hip-hop. Il y a Dynasty qui joue aussi, qu'on essaie d'être un peu partout. Et il y a une grosse effervescence sur Paris à ce moment-là. C'est extraordinaire ce qui se passe. Oui, il y avait Grace Jones qui a créé La Vie en rose là-bas. Bien sûr. Frédéric Mitterrand, un jour déguisé en femme, qui a fait de la balançoire. C'était extraordinaire. Mais c'est vraiment une fête comme on peut plus imaginer. C'est la fête à Paris. Évidemment, je veux pas faire un peu de nostalgie, mais c'est vrai qu'à Paris, c'est plus ça. On a beaucoup de restrictions aujourd'hui. Oui. Et alors, il y a aussi les bains à l'époque. Bien sûr, les bains-douches. Les bains-douches, c'est Coluche qui l'avait lancé au départ. Oui, c'est Coluche, c'est aussi le DJ... David Guetta. Non, David vient bien après. Ouais. C'est Claude Chal. Claude Chal, voilà, qui crée ça. C'est encore une fois une bande de copains. Et c'est toujours dans les bandes de copains qui créent les meilleurs endroits. Oui, à l'époque d'ailleurs, Cathy Guetta dirige les bains. D'ailleurs, ça c'est bien après, c'est 94-95. Oui, mais David Guetta, personne ne le connaît. Il est derrière sa femme. Quand on va au bain-douche, on ne le croise pas. Non, elle fait les relations publiques et puis elle place son mari un peu partout. Lui fait les soirées de la scream. Il est plutôt sur une scène gay. Lui est vraiment, il est quand même DJ, mais en tout cas fait pas encore de production. Et qu'est-ce qui vous fascine dans le DJ à l'époque? C'est la façon dont c'est cette communication qu'il y a entre
la musique et le dance floor. C'est vraiment un échange d'énergie. Donc on échange de la musique, les gens nous renvoient une énergie corporelle et c'est comme ça pendant une discussion, un partage pendant des heures. Nous, le DJ, on est là pour créer une hypnose, on crée un climat et qui fait que les gens se sentent bien. C'est la nuit. Et en même temps, vous observez les DJ, ils commencent à vous connaître, vous allez à la table. Moi, je passe mon temps. Alors, j'ai vu les gens, comment ça se passait dans la nuit. À 18 ans, je vois que les gens boivent beaucoup d'alcool. Après, bon, il y a aussi de la drogue, il y a tout ça. Moi, je ne rentre absolument pas là-dedans. Je me mets directement près du DJ et je note chaque disque qui passe. Ah bon? Ouais, je les note parce que c'est des disques qu'on n'entend pas à la radio. Donc, il faut que... donc, je me fais un peu pote avec lui, tous les DJ à Paris. Et puis, le lendemain... je vais acheter les disques chez Chandisque ou à la Fnac. J'essaie de trouver des imports qui sont très très rares. Et c'est comme ça que je commence à me faire des cassettes pour mixer, pour aller à l'école. Voilà. Et en même temps, effectivement, vous ne buvez pas, ce qui est une exception dans le monde de la nuit. Oui, c'est vrai. C'est assez rare. Mais j'ai toujours gardé ce mode de vie de sportif professionnel où j'ai toujours eu cette vie saine. C'est un choix de vie. Oui, il faut passer son temps à refuser justement de boire et de fumer parce qu'on vous propose tout. On me propose beaucoup de choses et d'ailleurs ça me désociabilise par rapport à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je ne bois pas de vin, je ne bois pas tout ça et c'est vrai que j'ai très très peu d'amis et il y a une propagande qui est là générale dans notre monde où il faut boire, où il faut fumer, il faut faire même beaucoup plus pour être accepté par des clans, par des groupes. Mais je ne fais pas partie de ces gens-là, moi c'est pas grave. On n'a pas besoin de fumer pour faire un tabac, vous l'avez démontré. Et puis on va voir vos paroles dans quelques instants avec une autre date, le 23 novembre 1973. A tout de suite sur Sud Radio avec Bob Sinclair. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bob Sinclair. Nous évoquons votre parcours de DJ à travers des dates. Une date importante, mais qui ne vous concerne pas directement, le 23 novembre 1973, sortie de ce film dont voici la bande originale. Le Magnifique, avec Belmondo. Musique de Claude Bolling. Exactement. Et bande originale du film Magnifique. Et c'est vrai que ce film, alors évidemment, quand il est sorti, je ne l'ai pas vu, bien sûr, j'avais 4 ans. Mais la culture Belmondo est arrivée bien après, parce que c'était évidemment le héros du dimanche soir, la culture des années 80 pour moi. Et c'était l'anti-héros. Alors évidemment, en même temps, j'achetais des Marvel, bien sûr. Alors Spider-Man, les X-Men, etc. Bien sûr, j'étais à fond. Mais Belmondo, c'était le héros de la vie de tous les jours. Il faisait partie de la famille. Voilà. Et lorsqu'il s'agit de choisir un pseudonyme pour faire ce métier... À ce moment-là, je cherche... donc là, on commence... Il y a la French Touch qui est là. Et je commence à sampler du disco, alors que je ne viens pas de cette musique-là. Et puis je découvre Céron, alors les pochettes de ce héros avec des moustaches. Donc j'ai dit, je suis fan de James Bond, évidemment du magnifique Jean-Paul Belmondo. Donc j'essaie de trouver un héros un peu potache, un peu maladroit, une espèce de parodie de James Bond. Et puis je dis tiens, le Bob Sinclair ça sonne bien. Les Anglais ils disent Sinclair, mais bon, on va voir. Alors donc j'emprunte le nom, je l'écris pas pareil, mais je monte un projet sous le nom de Bob Sinclair. Alors, ce qui est étonnant, je me suis un peu renseigné, c'est l'orthographe du nom Sinclair qui n'est visible à aucun moment pendant le film, même pas sur les couvertures des livres montrés à l'écran ou dans le générique. Et sur la couverture du DVD, il y a écrit Bob Sinclair. Ah oui ? Oui. D'accord. Et ça n'a jamais existé. D'accord. On l'entend, mais on ne le voit pas. Mais j'avais eu donc le fils de Philippe de Broca qui a réalisé le film et il m'avait dit c'était pas écrit pareil, c'était écrit Saint plus loin Clar CLAR. Et lui s'était inspiré d'un archéologue de la fin du 20e, la fin du 19e plutôt. Et voilà, donc il s'était inspiré de bouquins, je sais plus de qui exactement, mais il l'avait pris lui aussi de quelque part. Et le film a été écrit par Philippe de Broca et Francis Weber, mais ils étaient en désaccord sur le personnage féminin à tel point que Weber a refusé de signer le scénario et qu'il n'y a pas de scénariste au générique. D'accord. Jacqueline Bisset, qui interprète ce merveilleux personnage, qui est Tatiana. Et c'est fabuleux, quoi. Ce film est fabuleux. On est bien d'accord. Voilà. Alors, simplement, pour un DJ, avoir un pseudo, c'est obligatoire, Bob Sinclair ? Alors oui, parce que moi, Christophe Le Friand, ça faisait rêver personne. Ça, je peux ouvrir une crêperie à Montparnasse, mais c'est tout, en tant que Breton. Mais j'aimais bien dans ce film aussi le parallèle que faisait François Merlin. Il a le rôle de l'écrivain. Il rêvait sa vie en tant que Bob Sinclair, un super-héros qui voyage dans le monde entier. Et moi, quand j'ai commencé, je ne faisais pas encore le DJ. Donc je rêvais ma vie en tant que Bob Sinclair. Donc c'était un peu pareil. Il y avait ce parallèle assez drôle. Alors, il se trouve que le métier de DJ a évolué comme le matériel. Vous avez vu au cours des années le matériel évoluer. La technologie fait
qu'aujourd'hui, la musique est accessible à tout le monde. Mais en même temps, on a oublié que les premiers disc jockeys en France, d'abord, c'était en 1930, à la radio. À l'époque, il y avait des galettes de cire, et je ne sais pas si vous le savez, mais pour repérer la chanson, on mettait un bout de craie, on traçait un bout de craie sur la galette. C'est marrant, parce que c'est revenu bien après, dans la culture hip-hop, ou au moment du recyclage des sons, enfin en tout cas du passe-passe, comme je disais, pour rallonger la rythmique pour que les rappeurs viennent dessus. C'est vrai, il y avait Grandmaster Flash a utilisé aussi cette méthode de la craie pour repérer le début du son. À l'époque, c'était la seule façon. Et ensuite, les premiers disquaires, c'est un certain Paul Passini qui a créé le whisky à gogo à Paris, où le whisky, on achetait sa bouteille, et il a créé les premiers disquaires qui passaient les 45 tours. C'était 2 platines très très simples. Mais le DJ, de toute façon, est là, et c'est lui qui faisait des tubes jusqu'à la fin des années, même je pense même dans les années 80 avec Marc Scalia, tous ces héros là, c'est eux qui officiaient et qui étaient les héros des radios libres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui il y a une école de DJ à Nantes. Il y en a plusieurs même. La UCPA, c'est pas nouveau, ça fait je pense j'entends parler depuis une quinzaine d'années où ils forment tous les métiers de l'audiovisuel. Alors ça peut être vidéo jockey, light jockey, disque jockey, animation. Alors je connais pas exactement tout ce qu'ils font, mais c'est assez. Enfin j'en entends beaucoup de bien. Oui, on parle même des réseaux sociaux, on apprend à s'en servir. Ah oui, bien sûr, aujourd'hui c'est inévitable. Et ça, petit à petit, vous l'avez appris aussi. Je l'ai appris parce que je suis pas un enfant des réseaux sociaux et c'était pas évident au départ de partager son intimité en tant qu'artiste, mais il a fallu le faire. Et le métier, vous l'avez appris sur le terrain sur le tas. Avec différents clubs. Oui, alors c'était. Alors j'ai commencé à jouer dans les clubs au début des années 90. J'organisais mes soirées, etc. Mais c'était très difficile parce que les promoteurs, les organisateurs de soirées, même les relations publiques de clubs voulaient une musique assez commerciale. Et moi, je me suis vraiment tout de suite dirigé vers du rap, vers de l'acid jazz, de la soul, un petit peu de disco aussi. Mais c'était des choses vraiment plus pointues. Donc je me suis un peu fermé au club à Paris pour monter mon label Yellow Productions en 1994. Oui, mais justement, personne ne croyait aux musiques que vous défendez aujourd'hui à l'époque. Ah non, personne. C'était vraiment une niche. Je fabriquais des vinyles en Belgique parce que c'était un petit peu moins cher. J'allais les distribuer de la main à la main à Londres. Et puis on a trouvé des grossistes ensuite pour, comme ça, pièce par pièce, les distribuer dans le monde entier. Et tous les DJ faisaient ça, donc évidemment ça a commencé aux États-Unis sur des petits labels, et puis les majors, donc les grosses maisons de disques sont arrivées, et puis on fait des licences et on commençait à faire exploser tous ces artistes. Voilà, alors que vous étiez un pionnier dans le genre, et surtout il a fallu apprendre à faire ces mélanges de musique. Comment on apprend ça? Moi, le métissage, ça a toujours été enfin, ce que j'aime faire, c'est-à-dire prendre des sonorités qui ne sont pas forcément destinées au dance floor, aux discothèques, et puis les mélanger avec mes sons pour faire que les gens dansent dessus. Alors c'est pour ça que j'ai toujours évidemment découvert l'Afrique, la Jamaïque, le Brésil, etc. pour amener ces sonorités pour faire danser les gens. Voilà. Mais justement ces sons, le mélange des sons, c'est instinctif Moi de toute façon je ne suis pas musicien à la base, donc il y avait le sampler, les boîtes à rythme, donc toutes ces nouvelles machines qui arrivaient qui nous permettaient, nous non musiciens, de pouvoir recycler des sons. Alors il se trouve aussi que le métier n'était pas facile au début. D'abord il n'y avait pas autant de DJ qu'aujourd'hui. Mais c'était même pas un métier. De toute façon moi je pensais même pas un jour être encore avec vous aujourd'hui, Jacques, faire des interviews à 50 ans. Et même quand je dis 50 ans, j'en ai les poils, j'en ai les frissons parce que je me dis c'est pas possible. Moi je me vois pas vieillir parce que je suis dans les clubs. Il y a toujours les mêmes. Alors les générations se succèdent, mais les jeunes sont là, donc j'ai l'impression de ne pas vieillir. C'est mon portrait de Dorian Gray, ou alors j'ai signer un pacte avec le diable. Ou avec le bon Dieu qui vous protège. Exactement. Mais en même temps, il faut savoir que le métier de DJ n'était pas reconnu. Il n'y avait aucune retraite, il n'y avait aucun avantage social, il n'y avait rien à l'époque. Toujours pas, évidemment, ça n'est pas reconnu. Alors la SACEM, bien sûr, a fait beaucoup de choses pour nous, et elle a vraiment officialisé ce statut de DJ. Aujourd'hui, où on peut être rémunéré pour des sets, évidemment, avec les plateformes de streaming aujourd'hui, comme iTunes, Deezer, donnent à la disposition des gens des mix de DJ. Bon, il y a pas mal de choses, ça se développe beaucoup maintenant depuis 20 ans. Je dirais qu'une date clé, ça a été aussi Love Generation, 2005. On va en parler. Bien sûr, où j'ai été un des premiers à passer à la télévision en tant que DJ en France. Et puis, non, ça s'est vraiment démocratisé. Et au début, pour gagner votre vie, vous faites des petits métiers. Je crois que vous avez vendu des chaussures. Ouais, chez Accessoires, chaussures pour femmes, j'ai fait un petit peu de tout, de la figuration à Canal+. Et il fallait... Chez AB Productions aussi. Et chez AB Productions. Dans des séries.
Alors, dans des séries, mais en tant que figurant. Mais ils proposaient 500 francs à l'époque. 500 francs, c'était quand même 80 €. Et on vous voit dans Hélène et les garçons. Mais alors, je sais plus, Le miel et les abeilles, de dos, quelque part. Non, j'ai pas, bien sûr, mais il fallait aller gratter des sous quand même, parce que acheter des disques, c'est un disque vinyle, un titre, c'était presque 10 €. Donc, j'en avais besoin d'un certain nombre pour mixer. Et puis, il y a votre première fan qui a toujours cru en vous. C'est maman. C'est votre mère. Ah oui. Vous n'avez même pas besoin de le dire, c'est maman. Ben ouais, maman, c'est. Et pourtant, je lui ai cassé la tête. Dans ma chambre d'ado, j'avais tout mon son. Mon premier studio était dans ma chambre d'ado avec mes disques qui s'empilaient. Et puis je faisais des boum boum jusqu'à 2-3 heures du matin. Et elle me disait, mais c'est bizarre, tu travailles toujours sur la même chose depuis des mois. Toujours ce rythme. Il n'y a pas une musique qui va venir, mais si maman, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et elle a eu confiance, parce qu'elle savait très bien que j'étais très sérieux. Oui, en même temps, votre maman, Bob Sinclair, a dit de vous qu'elle a cru en vous parce que vous n'étiez pas un enfant négatif ni dépressif. Non, j'ai toujours été. Alors, c'est un peu inquiété parce que j'étais toujours solitaire, mais c'est vrai que comme je ne buvais pas, etc., j'étais toujours dans ma chambre en train de travailler mes sons. Elle s'inquiétait un peu, j'avais quelques amis, mais je les voyais pas souvent. Mais elle avait confiance, parce que j'étais pas du tout dans l'autodestruction, en tout cas dans cette espèce de. Voilà, toutes ces choses de la nuit qui viennent. Voilà. Et en même temps, elle travaille avec vous. Et elle travaille toujours avec moi. Après la retraite, vous lui avez dit, viens maman. À la retraite, elle m'a dit, oh, laisse-moi tranquille. Je dis, maman, qu'est-ce que tu vas finir en robe de chambre chez toi? Non, je veux pas que tu sois sédentaire comme ça. Tu vas venir bosser avec moi. J'ai besoin de toi, parce qu'elle a toujours été assistante de direction. Donc je dis, j'ai besoin de toi. Voilà, tu vas me gérer le pognon. Moi, comme ça, j'ai la tête libre. Je peux aller faire mes mix. Et elle est toujours là. Elle est là et elle gère au millimètre. Je peux vous dire qu'une maman, ça gère. Hein. Et d'ailleurs, vous avez habité chez elle jusqu'à 25 ans. Exactement. Un vieux garçon, un Tanguy. Mais, oui, exactement. Mais en même temps, c'était une tranquillité pour travailler à côté. Mais c'était pas, c'est-à-dire que j'avais pas tellement le choix, je gagnais pas ma vie. Ça a mis 6, 7, 8 ans avant de dégager le moindre bénéfice, parce que avec mon ami DJ Yellow, avec lequel j'ai monté le label, je ne pouvais pas me payer d'appartement. J'ai loué à un moment une petite boutique pour stocker les disques pour pouvoir les vendre, mais c'était pas grave, parce que la passion était là. Voilà. Et ça s'est arrangé ensuite. On en parle avec une autre date, le 20 janvier 2007. À tout de suite sur Sud Radio avec Bob Sinclair. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Bob Sinclair. Merci donc... Jacques de m'accueillir. C'est une joie. Alors, on a parlé des temps difficiles et il s'est produit quelque chose. Alors, ça n'a jamais été difficile, pardon. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais on va pas dire que c'était difficile. Je ne gagnais pas d'argent, mais c'était pas grave. Hein. Je travaillais un petit peu à droite à gauche. J'avais 200 €, 300 € qui étaient là. C'est pas grave. Voilà. C'était la passion avant tout. Voilà. Et la passion, elle se conclut par un succès le 20 janvier 2007. Ce soir-là, à Cannes, vous êtes nommé dans les Energy Awards. Ça vous en souvenez ? Oui, ça je m'en souviens bien, parce que c'était la première fois en France où on crée une catégorie DJ. Et ce soir-là, David Guetta, Martin Solveig, je crois qu'il y avait Antoine Clamaran, il y avait Laurent Wolf et David Vendetta. Voilà, c'est-à-dire que c'était les 5 DJ qui étaient là en France et qui explosaient. Et j'ai reçu pour la première fois ce trophée. C'était un de mes premiers trophées. Et c'était dingue, j'ai invité tout le monde à venir sur scène, parce que c'était la victoire d'une scène. Hein, j'insiste toujours, moi je suis énormément dans le partage et dans la transmission, donc je veux qu'on fasse la fête ensemble, peut-être un peu de timidité aussi. Hein. Oui, mais en même temps, quand on entend son nom comme ça prononcé, qu'est-ce qu'on ressent, Bob Sinclair ? C'est super, non, c'est magnifique d'avoir du succès dans sa passion. Oui, et justement de la vivre jusqu'au bout. Alors, c'est le résultat d'un parcours qui a évolué avec les années et les rythmes. Et oui, l'explosion de cette scène a fait naître des DJ stars. Donc, j'aime pas quand on dit « Oh, t'es une rockstar ». Non, ça n'a rien à voir. Je suis très content de mon statut de DJ. Et maintenant, voilà. Alors, les DJ sont devenus des producteurs grâce à la technologie, mais aussi grâce à une nouvelle vision de la musique, des structures, des sons. Aujourd'hui, le son est devenu aussi important que la mélodie et le texte. Donc, le top 40 mondial est produit souvent par des gens qui ne sont pas à la base musiciens. Et donc, je suis très fier de ça. Mais ce sont des vrais artistes, alors que souvent, totalement. Dans les maisons de disques, ce sont plus des comptables aujourd'hui. Ah, je sais pas. Ah, si, je vous assure. Alors, je me souviens de Brel qui m'a raconté un jour qu'en 62, il avait enregistré le plat pays et le comptable avait trouvé que l'enregistrement a coûté trop cher, ils ont viré Brel. Ah, ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Comme ça, ils sentaient déjà rien à l'époque, mais bon, c'est pas grave. Alors, il faut savoir aussi que vous avez créé, Bob Sinclair, des projets musicaux. Qu'est-ce que c'est les projets musicaux ? Quand j'ai créé Yellow Productions en 94, il n'y avait pas du tout la possibilité
de créer un nom d'artiste et de voyager à travers le monde entier, en tout cas de mixer sous ce seul nom d'artiste. Ça n'existait pas, le concept n'existait pas. Donc je crée plusieurs projets. Donc Réminiscence Quartet, c'était un groupe acid jazz où j'ai découvert Salomé de Bahia dans un cabaret à Paris chez Félix. Il y avait Mighty Bop, un projet plus jazz, plus trip-hop, sur une couleur anglaise, et puis une musique de film, la Yellow 357, que j'inventais comme ça. Et puis je produisais des artistes qui sont venus chez moi dans ma chambre d'ado, Dimitri from Paris, Kid Loco, qui venait de son label Bondage, qui produisait les Berruriers Noirs dans une scène plus rock indépendante. Donc voilà, il y avait une scène française qui se créait, une espèce d'ébullition comme ça, et ça passait par Yellow Productions. Et c'est vrai qu'on a été l'un des premiers labels indépendants en France. Et Yellow, c'était Alain Haut, un de vos copains. C'était Alain Otuki et moi, voilà, mon pote. Qui a aussi importé des musiques que personne ne connaissait en France. Qui lui achetait des disques. Donc lui faisait pas de musique, mais il avait une grosse collection de disques dans laquelle je me servais pour sampler des sons, pour recycler. Et on parlait à l'époque de la musique house, c'était tout à fait nouveau. La musique house, alors il y a deux scènes à ce moment-là, fin des années 80, début 90. Il y a la scène rap qui arrive en France, qui vient un petit peu, je dirais, des banlieues, en tout cas qui est promue comme ça par les banlieues. Et puis il y a la house et le disco, donc issu du disco, promue par la scène gay parisienne, donc avec le Boy, avec le Palace, avec les bains-douches, etc. Donc moi, je commence par le rap, et puis arrive d'Angleterre l'acid jazz, donc des instrumentaux sur lesquels on peut mettre des musiciens. Il y a beaucoup de très bons musiciens en France, et puis d'autres tendances. Et puis à un moment, voilà, vers 97-98, tout le monde se rejoint, et la musique électronique devient plus house, plus rapide. Donc je la découvre à ce moment-là. Et il y a The French Kiss aussi. Ah bah ça, c'était le nom Chris de French Kiss que m'avait donné Alain, parce que c'est important de trouver un nom de DJ. Bon, c'était pas une idée incroyable, mais c'est vrai que j'ai toujours ressemblé plus à Popeye des Bronzés qu'à un DJ maladif. Enfin bon, bref. Bon, non, mais il faut savoir que The French Kiss, c'était un voilier conçu pour l'America's Cup de 87, pour l'équipe française de Marc Pajot, et ça a fait scandale aux États-Unis, parce que le French Kiss aux États-Unis, c'est rouler une pelle. Bah oui, mais c'est surtout, pour moi, c'était le morceau emblématique de Lil Louis, un tube énorme à la fin des années 80, House. Alors, ce qui est étonnant, Bob Sinclair, c'est que votre pseudo, il devait durer le temps d'un album, pas plus. Exactement. J'ai construit le premier album Paradise. Je dirais pas comme une compilation, mais j'ai invité mon pote Cutty B dedans qui a fait un titre, Get Into the Music, et puis Thomas Bangalter des Daft Punk qui a fait ce titre Gym Tonic. Bon, c'était j'invitais des gens comme ça. Je dis tiens, on va s'amuser un peu. Gym Tonic, justement, on l'écoute. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Alors, il faut savoir, Bob Sinclair, que ce morceau a fait scandale parce qu'au départ, il y avait la voix de Jane Fonda. Exactement. C'est une époque où on recycle beaucoup, donc recycle emprunt de musique. Et c'est vrai que en 97, on sait ce que c'est que les samples, mais on connaît pas la façon un petit peu de demander l'autorisation aux auteurs-compositeurs pour utiliser ces chansons qui existaient déjà. Donc Jane Fonda, donc on a pris la voix. Elle gueule à un moment, elle dit bah attendez, je comprends pas. Elle faisait des disques, elle, de gym aussi dans les années 70, où elle posait sa voix sur des classiques, et puis voilà, elle vendait ça sur des vinyles. Et je me suis dit tiens, on va imaginer ça, et puis à un moment elle appelle ses avocats, il faut que vous retiriez ça, etc. Mais le disque allait sortir chez Warner, et elle était mariée avec le boss de Warner, c'est ça qui m'a un peu sauvé. Donc moi, j'ai donné à l'époque 70 000 francs à une œuvre caritative. Voilà, parce qu'elle voulait dédommager. Bon, on a payé. Il faut savoir qu'elle continue à faire de la gym. À 82 ans, elle pose dans les caméras en disant « Bonjour, je m'appelle Jane Fonda et je me remets à l'ordre du jour ma méthode pendant le confinement. » Et c'est une façon de faire passer un message de joie et un message politique en même temps. Elle est fabuleuse. Même si elle m'a attaqué, c'est pas grave. Non, moi je l'ai rencontrée il y a quelques années à Paris. Elle est extraordinairement jeune. Oui. Bon, alors, elle fait pas que du sport. Hein. Non, bon, c'est autre chose. Elle a aussi. Alors, il faut savoir aussi que cette rencontre avec Thomas Bangalter, qui a changé votre vie, elle a eu lieu dans un avion, Bob Sinclair. Exactement. Elle a eu lieu en 1998 dans un avion pour Miami, et à un moment où je lui dis, je l'avais croisé 2-3 fois, moi j'ai dit tiens, ce serait bien si un jour tu sors un disque, je te fais un remix et tu me fais un remix. Ah ouais, ok, super, bah si t'as un truc à me donner, voilà. Et là il arrivait à Miami avec Stardust, et je dis bah j'adore ce titre, laisse-moi faire un remix. Et je dis bah moi quand on arrive à Paris, je te donne des éléments de musique et tu me feras un remix pour mon album.
Voilà. Il faut savoir que vous avez eu le privilège de le voir parce que, comme c'est un Daft Punk, pendant quelques années, il s'est jamais montré en public sans son casque. Eh non, c'est vrai, c'est vrai. Et ils ont pris cette décision stratégique qui a été bénéfique pour eux. Comme ça, ils sont pas embêtés dans la rue. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que le père de Thomas Bangalter, c'est Daniel Vanguard, qui a quand même travaillé avec Sheila, Ringo, Joe Dassin et la compagnie Créole. Oui, c'était un très très gros producteur de musique française et de disco. Hein, les Gibson Brothers aussi. Non, grosse admiration pour Daniel Vanguard. Et puis, vous participez à la Winter Music, qu'on connaît peu en France. Bob C'est Sinclair. c'est un peu comme le Midem en France, mais spécialisé pour les DJ et pour la musique électronique. Ça se passe à Miami, voilà, où tous les labels se réunissent, tous les DJ, et on vient un petit peu écouter et tester les nouvelles tendances de l'été qui arrive. Et parmi les tendances, il y avait Gym Tonic, qui a été vraiment un succès mondial. La même année, Stardust, Gym Tonic, bon, c'est vrai que Thomas Bangalter Daft Punk avait le son du moment. Quand il a mis ce son Gym Tonic dans mon album, ça a été évidemment un carton. Et ça a été votre première tournée dans le monde. Alors après, oui, après l'album Paradise, sur lequel il y a aussi My Only Love, il y a pas mal de titres qui ont bien marché. Carton énorme, donc un agent m'appelle et me dit, voilà, je savais pas ce que c'était qu'un agent, il me dit, écoute, moi je m'occupe de toi, je connais les clubs dans le monde entier et je vais te faire tourner le monde entier. Donc 98, 99, ça démarre. Et ça a continué avec ce morceau. 2003. Et au départ, c'est un titre de Sonny and Cher de 67. Ah, le titre peut-être, Oui. mais le morceau est inédit, hein, vraiment, et les morceaux est totalement... Il n'y a pas de sample, il n'y a rien du tout. Un morceau que j'ai fait avec Alain Vizniak, Oui. qui est le producteur de Céron à l'époque, donc un des musiciens de Céron. Voilà. Et effectivement, le titre de cette chanson, c'était Sonny and Cher, qui a fait le tour du monde dans les années 70. Bien sûr, mais il y a eu beaucoup de titres sur le titre, Oui. enfin beaucoup de chansons qui utilisent les titres The Beat Goes On. Alors, il y a aussi, quand vous sortez des albums, quelque chose qui est nouveau, c'est le clip et le making-of. Ça n'existe pas à l'époque, Bob Sinclair. Si le making-of existe depuis toujours. Pour le Regardez cinéma, oui, mais ce pas dans les... making-of des Stones là, que j'adore, des Doors, là, où, tourné par Scorsese, Oui, je mais crois, pas dans sur les la DVD, création. pas dans... Ah oui, non, après, maintenant, la technologie fait qu'on peut mettre à disposition des gens, bien sûr, avec le DVD, tous les making-of et les clips, plusieurs films. Et vous rentrez comme ça dans un cycle infernal où il faut faire des morceaux... Mais c'est pas un cycle infernal, c'est magnifique, les gens s'intéressent à ma musique et le monde explose sous les rythmes de la musique électronique et de la French Touch. Voilà, et notamment avec cet autre morceau. Love Generation, Ah bah ça, c'est un accident, je dirais, un accident de la vie extraordinaire, parce que à un moment où la French Touch s'éteint un petit peu, voilà, où je suis à la recherche de nouveaux sons, je vais à New York avec une grosse équipe, avec Alain Vizniak, avec qui je travaille toujours, donc un des musiciens de Céron, et j'ai dans le studio aussi, enfin bon, des Américains, et ce Jamaïcain, Gary Pine, qui participe à la tournée des Wailers après la mort de Bob Marley. Gary Pine, qui avait exactement la même voix, tourne avec les Wailers depuis une dizaine d'années. Et puis je lui dis, j'ai une balade acoustique comme ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, c'est 4 accords de guitare acoustique, essaie de faire quelque chose dessus. Et au bout d'une heure, il revient avec des bribes de mélodie, et puis on est 6 dans le studio et on se met à chanter avec lui, et ça donne naissance à Love Generation en quelques heures. Et après, le tube qu'on connaît. Voilà. Et toujours sans connaître la musique, c'est ça c'est instinctif chez vous. C'est totalement instinctif. De toute façon, les meilleurs musiciens les meilleurs mélodistes sont pas forcément les meilleurs musiciens. Donc, c'est des mélodies qui viennent comme ça, et avec, bien sûr, entouré de musiciens de grand talent, on arrive à faire des choses. Et après, moi, je fais toute la production, toute l'édition, et puis jusqu'au mix final. Et puis, le grand public vous a découvert à travers ce morceau grâce à Star Academy. Alors, quand j'ai fait le titre, j'ai sorti en vinyle, il commençait à avoir un petit buzz sur le titre, et Pascal Nègre, qui avait donc pris ce titre chez Universal, me dit, on a l'occasion de synchroniser ce titre avec cette émission de télé-réalité, Star Academy. Alors j'ai tout de suite refusé, immédiatement, je dis, moi je veux même pas en entendre parler, d'où je venais, après 10 ans de label underground, où personne n'écoutait ma musique, je dis, mais c'est pas possible, je ne veux pas faire ça. Oui, et résultat, vous l'avez fait. Et oui, parce qu'au bout d'un mois, il me rappelle, c'était en juillet, au mois d'août, il me dit quand même, réfléchis, parce que ne ferme pas la porte au succès, parce que c'est vrai qu'on peut ne pas être prêt, parce que ça peut abîmer les gens, parce que ce titre, ça va être numéro 1 direct, fais-moi confiance. Et il avait raison. Voilà. Et en même temps, ce qu'on ne sait pas, c'est que cette chanson est devenue le thème de la loterie Loto Max, le loto du Canada. Au Canada, et l'hymne de la Coupe du Monde en 2006, Coupe du Monde de football en Allemagne. Bon, les gens s'approprient le titre, et puis après, ça traverse les générations. Ça vous surprend ?
Ça me surprend bien sûr, parce que quelque chose que j'ai créé dans mon studio, et puis après avec les petits accidents de rencontres de gens qui posent une note, 2 notes, 3 notes, un guitariste, et ça donne naissance à un tube énorme, c'est fantastique, je trouve ça génial, et c'était bien de le faire après 10 ans de carrière, parce que j'avais la crédibilité pour le faire. Voilà, et vous continuez aujourd'hui, on en parle à travers une autre date, le 21 juin 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Bob Sinclair. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bob Sinclair. Alors, 21 juin 2021, le début de l'été, et puis il y a des images qui circulent aujourd'hui sur Internet où on voit sur votre balcon en train de mixer devant un public étonné dans la rue. Ah, j'avais la rage. Et j'ai été contacté par Deezer, une plateforme de streaming, et qui m'a dit allez, on va faire les rebelles. Bon, on n'a pas cassé grand chose, hein, mais on s'est mis à un balcon avec un sound system et on a dit allez, on va jouer 20 minutes de set. Et puis évidemment pour promouvoir aussi la plateforme, et j'ai joué mes titres, et les gens, voilà, il y avait un peu 100, 200 personnes je crois en bas ils étaient hallucinés de me voir sur un balcon en train de jouer du son fort comme ça. Mais on a vécu une période très dure. Oui, parce que le confinement au départ, ça devait durer 15 jours. Exactement, donc je me suis mis à faire des sessions tous les jours dans mon studio, à partager ces sessions sur mes réseaux sociaux 1 heure par jour, à discuter avec les gens. Ça a été un moment magique, mais après ils nous ont annoncé 40 jours supplémentaires, donc il a fallu que je tienne la barre, et j'ai rien lâché. Voilà, parce qu'en fait finalement, être chez vous pendant 15 jours ou 40 jours, ça vous était pas arrivé depuis très longtemps, Bob Sinclair. Ah bah ça m'était jamais arrivé, moi qui prends même jamais de vacances, mais il faut, voilà, en tant qu'artiste, il faut se réinventer, et c'était, voilà, j'ai voulu faire partager, en tout cas, revenir à l'essence même de ce qu'est le DJ, c'est-à-dire, voilà, partager de la musique aux gens. Là, c'était l'occasion de le faire à travers les réseaux sociaux. Ils dansaient chez eux. Mais en tout cas, leur faire découvrir des sons, les sons avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels j'ai pu produire la musique d'aujourd'hui, celle qui m'a influencé. Donc j'ai eu 55 dates, parce que le premier confinement a duré 55 jours. Mais c'est comme si j'avais fait un énorme tube, parce que ça a été partagé des millions de fois sur les réseaux, et j'ai eu un retour fantastique. Vous avez fait 55 booms virtuels. J'ai fait 55 booms virtuels avec des messages de gens, mais d'une gentillesse, d'une beauté, d'une bienveillance avec les enfants, tout ça, c'était fantastique. Vraiment, c'était très dur pour tout le monde, mais en tant qu'artiste, j'ai passé un excellent moment. La boom, d'ailleurs, on connaît à travers le film avec Sophie Marceau, mais ça vient en fait de la boom HEC, le nom original, parce que c'était les premières fêtes que les étudiants faisaient. J'ai fait la boom HEC plusieurs fois. Voilà, et c'était des festivals et des fêtes. Et la première fois on entend le mot boom dans un film, c'est dans le film Les Tricheurs de Marcel Carné. Je vous crois sur parole. Vous pouvez me croire. Alors, il se trouve qu'effectivement, vous avez commencé pendant ce confinement, Bob Sinclair, à classer vos disques. C'est-à-dire vous aviez chez vous des tas de disques, et il fallait commencer à les classer. Ah, classer, pardon, j'ai compris casser. Non, casser, c'est pour Johnny Hallyday. Non, Jacques, je les avais classés bien avant, au moment où j'ai déménagé dans mon studio, et heureusement, parce que au bout de 15 jours où j'avais un peu épuisé ce que j'avais autour de moi, il a fallu que je cherche et que je recycle et que je reproduise des titres pour pouvoir les jouer. Vous avez quoi, 15 000, 20 000 15 000, à peu près 15 000 disques. Ouais. C'est énorme. Ah, c'est pas mal, mais il y a plus. Hein. J'ai vu un documentaire sur Garnier qui a au moins 35 000, et puis Carl Cox qui a beaucoup plus. Ouais. Et surtout des vinyles, parce qu'à l'époque, les vinyles n'existaient plus, et là, c'est revenu à la mode. Et les vinyles reviennent à la mode, c'est un bel objet de décoration, de cadeau que vous pouvez faire pour Noël. C'est aussi magnifique d'avoir ce son, si vous avez la chance d'avoir une platine vinyle, de pouvoir l'écouter. C'est un son totalement différent. Et à l'époque, bien sûr, la musique que j'écoute n'existe pas sur les plateformes de téléchargement, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des choses tellement pointues. Ce que je recherche, moi, c'est vraiment quelque chose que personne ne connaît. Alors, justement, ce que vous avez essayé, et ce qui n'était pas évident, c'était Instagram. Vous avez essayé pour une journée au départ. Vous ne pensiez pas que ça durait 55 jours. Il y a eu 1 million de vues dans la journée. Et oui, non, là, évidemment, j'avais jamais fait partager ma musique sur les réseaux sociaux en live. Donc, Instagram avec un téléphone, Facebook avec l'autre. Et j'ai dit, on va voir. Hein, on essaye. Ouais. Et puis, là, 1 200 000 partages pour la première session. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'ennuient. Et oui, et les gens étaient vraiment inquiets. Et le fait d'avoir comme ça des artistes, parce que évidemment, j'étais pas le seul. Il y a eu des comédiens, il y a eu des comiques, aussi d'autres DJ, bien sûr, à être présents tous les jours. Et ça les rassurait. En tout cas, on partageait ce moment ensemble, on était tous au même niveau. Et il y avait même un partage verbal ou écrit, avec des mots. Ah oui, parce que évidemment, avec les réseaux sociaux, on peut envoyer des messages à la personne qui fait ce live, et j'essayais de répondre à tout le monde, j'essayais de fêter les anniversaires des enfants, même de tout le monde, bien sûr. J'ai eu évidemment de 6 mois, par les parents, de 6 mois à 99 ans, une Anglaise magnifique qui m'a dit « Je vous écoute de chez moi en Angleterre », mais c'est pas
c'est pas le plus beau métier du monde, le partage de la musique, de faire danser les gens comme ça, je trouve ça magnifique. Mais les réseaux sociaux, pour vous, ça a été un apprentissage, Bob Sinclair. Je suis pas né avec, donc moi je suis né, on envoyait les disques par la poste, et c'est vrai que de partager comme ça, sa vie intime, mais les gens veulent comme ça rentrer dans votre intimité, vous parler, et c'est possible de le faire avec les réseaux sociaux. Vous avez presque créé une télé pirate à vous seul. Mais oui, j'en rêvais depuis toujours. Moi, j'ai mon film culte qui est Wayne's World, Oui. de Mike Myers, et je rêvais de squatter mon garage comme ils l'ont fait, et puis de faire une émission de télé, de pirater un réseau hertzien ou un câble télévision pour faire cette télévision qui malheureusement n'existe plus, parce que je fais partie des enfants du rock. Je suis né avec Philippe Manœuvre, avec Jean-Pierre Dionnet, avec Pierre Lescure, à avec l'époque. bien sûr Pierre Lescure, producteur de l'émission, avec Antoine Decaune, avec Olivier Cachin, et je les oublie pas parce que c'est grâce à eux que je suis là. Et donc, vous êtes déguisé aussi certains jours. Mais oui, et oui, je suis un peu fou, mais bon, je suis un c'est artiste, bien. et je m'achète beaucoup de vêtements parce que c'est mon côté féminin, j'adore la mode, etc. Et puis tous les jours, j'essaie de créer quelque chose de frais, et je l'ai fait pour moi, pour m'amuser, et je m'amusais beaucoup. Et puis les gens, ça les a touchés comme ça, voilà, tous Il y les avait jours. des déguisements qui marchaient mieux que d'autres. Celui où je me suis habillé en femme, bien sûr. Et écoutez, moi j'adore la scène gay, bien sûr, et tout ce côté travesti, le côté Michou, le côté Folie Bergère, le côté, bien sûr, Paradis Latin, Jean-Marie Rivière. J'ai une grosse culture de ça, culture new-yorkaise, du voguing, bon. Et cette culture est en moi, et donc voilà, si je peux aussi Ouais. partager ça. Et Michou, personne n'y croyait. En fait, il y avait une blanchisserie et Michou venait déposer son linge tous les vendredis. Et un jour, il a proposé au patron de la blanchisserie de faire un petit cabaret tous les deux. Et c'est comme ça que c'est né il y a plus de 60 ans. Voilà. Alors, vous êtes aussi fan de Hugh Hefner, Playboy. Qui n'est pas fan de Geffner? Je dois tous ceux de mes années, le nombre de fois où on a regardé ce magazine mythique et rêvé, bien sûr. Et oui, à la fin des années 50, il crée ce magazine Playboy, qui est évidemment décrié au départ. Et puis, il a parlé de plein de choses dedans, de la femme, bien sûr, mais aussi de la scène gay. Voilà, il a désinhibé un peu tout ça. Et puis, c'est un magazine presque social. Oui, Hein et la première couverture, la première pin-up, je ne sais pas si vous le savez, Bob Sinclair, C'est Marilyn. c'est Marilyn Monroe. Voilà, Marilyn Monroe. Il ne l'a jamais rencontrée, il l'a eu au téléphone, et comme il voulait absolument la connaître, eh bien, il a acheté la tombe à côté de la sienne, et il est enterré aujourd'hui à quelques mètres de Marilyn Monroe. D'accord. Mais je crois que les photos, je me demande si elle n'a pas fait un procès à l'époque, mais elle avait fait des photos nues. Il a acheté des photos à un photographe, en fait. Oui, exactement. Mais Mhm. enfin, ça s'est bien passé entre eux. Bon. Et puis, vous avez une série préférée, je crois, c'est Benny Hill. C'est Benny Hill, c'est Colombo, c'est Benny Hill, bien sûr, c'était sur France 3, Oui. à la place du JT, De 20h, du oui. journal télévisé, où on n'avait absolument rien à foutre à la maison. Et France 3, donc de 20h à 20h30, c'était Benny Hill. Quel acteur incroyable. Alors évidemment, nous on a découvert ça dans les années 80, il était là déjà depuis les années 60, où il faisait cette émission totalement potache, burlesque. Il faut regarder ça. Il faut que vous alliez découvrir Benny Hill tout sur le monde YouTube. connaît. Par Et vous, Jacques, bien sûr, oui, je sais que non, vous êtes mais très il y a- pointu, mais Il y a une chose étonnante, c'est que Benny Hill a plagié Robert Derry, les Branquignoles. Il y a une photo qui existe dans les années 50, quand Benny Hill est avec Robert Derry à Londres, où la reine d'Angleterre est folle des Branquignoles. Et D'accord. vous prenez certaines séquences de Benny Hill, c'est exactement les Branquignoles de Robert Derry. tout le monde s'inspire. Voilà, exactement. Et pendant ce confinement, vous avez quand même fait un nouveau mix et un clip, c'est DNA. Comment est né ce clip et ce Alors, le mix clip est né avant le single. Ouais, ouais. Le clip est né pendant le confinement. J'ai eu cette idée, alors, ou saugrenue, ou un peu burlesque, ou un peu géniesque. J'ai dit, il faut absolument aller filmer dans Paris, parce qu'il n'y a personne. Donc, et c'est la seule fois où on ne verra pas une voiture, pas une personne qui circule dans Paris. Donc, en équipe réduite, j'avais bien sûr eu l'autorisation de la mairie de Paris pour aller filmer ça. On a filmé une jeune fille magnifique et une espèce de cache-cache comme ça entre moi et cette jeune fille à travers la Tour Eiffel, cette ville incroyable qui est Paris. Et je me suis dit, je vais forcément utiliser ces images sur une musique, et ça fera un clip. Et la musique est née aussi pendant le confinement. Pendant le 3e confinement, et donc avec une chanteuse suédoise qui s'appelle K2E, et on a produit ce single ensemble. Comment on tient pendant 3 confinements? Je vous le demande. Oui. Mais oui, c'était bon. Les 2 derniers
était moins sévère, mais c'est une période très dure pour les enfants, pour les adolescents qui commencent leur vie. Moi, j'ai 2 enfants qui sont ados et c'est très dur de vivre ça. Moi, en tant qu'artiste, évidemment, on se réinvente, on essaie de trouver d'autres choses. J'ai la chance de pouvoir aussi voyager beaucoup, donc le confinement n'est pas le même partout, mais bon, on va survivre, hein. On va s'en sortir. Bon, vous avez refait des festivals l'été dernier? Bien sûr, la France, alors ça c'était assez magnifique parce que bon, malheureusement ils viennent de nous fermer les clubs il y a quelques jours, mais la France a été la première à rouvrir les festivals en Europe, et donc juillet, août, alors que justement il y avait eu cette 3e vague, je crois, ou 4e vague, je sais plus. Bon, Qu'on n'aime pas, on compte pas. Il y avait une vague, bref, et en tout cas ils ont eu vraiment l'intelligence de rester ouverts, en tout cas d'ouvrir tous les festivals, parce qu'il y avait la scène artistique se meurt, quoi. Je veux dire, on ne peut pas ignorer qu'il y a 1 million de gens qui travaillent dans l'artistique en France. Et puis voilà, ils ont bien fait de réouvrir. En tout cas, la sécurité sanitaire a été respectée et ça s'est très bien passé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, on n'est pas là pour en parler, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, on est systématiquement la cible et la cause de nouvelles vagues, donc où les gens doivent être vaccinés et avec un pass sanitaire pour entrer dans un club. Qu'ils portent le masque ou pas, si apparemment ils sont vaccinés ou bien sûr, où tout est respecté, pourquoi nous fermer? Oui, surtout qu'il n'y a pas plus de monde que dans le métro. Et oui, même aux Galeries Lafayette. Voilà. Alors, ces festivals, il y avait quand même une ambiance, un climat, quelque chose de particulier. On sentait la ferveur de ce retour. Les gens ont envie de danser, envie de se réunir et envie de danser. J'aime dire que, peu que ce soit dans un festival ou dans un club, j'officie dans le dernier lieu communautaire, sacré, où les gens viennent, peu importe ta religion, ta couleur, ou ce que tu aimes ou pas, le sexe, etc. On s'en fout. Les gens viennent s'unir autour d'un DJ, autour d'une musique qu'ils aiment. Et voilà, ils sortent de là, ils sortent de leur quotidien. Donc je fais partie de ce monde-là. Oui, et là aussi, quand vous avez débuté, Bob Sinclar, vous ne l'auriez jamais imaginé. Non, ça existait déjà, mais je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais être l'instrument de cette scène. D'après mes calculs, vous voyagez à peu près 150 jours par an. Exact. En sautant d'un avion à l'autre, comment on fait? On a une forme physique olympique, oui, et une hygiène de vie de sportif professionnel. Mais il peut vous arriver un soir de vous dire « je pars à Londres demain ». Oui, samedi, là par exemple, je suis parti à Londres le soir, je suis revenu le lendemain matin parce que j'aime pas rester la journée. Donc c'est vrai que ça fait 3 heures de sommeil, et puis mais c'est pas grave, on vit une passion, l'énergie me vient justement de ce partage de la musique, et puis c'est encore une grande chance d'être là en tant qu'artiste et de pouvoir partager sa musique dans le monde entier. Oui, c'est-à-dire que vous arrivez sur scène pratiquement fatigué et le public est là pour vous redonner la forme. Quand j'arrive, il n'y a pas de fatigue, je peux être épuisé, commencer parfois à Ibiza où les sets peuvent commencer à 4 heures du matin. Jusqu'à 6h, 7h du matin. Je suis épuisé. J'ai fait peut-être une petite sieste avant, mais la nuit, c'est quand même fait pour dormir. Mais c'est pas grave. Dès que j'arrive derrière les disques et que les gens sont là, il y a une adrénaline qui monte et je les lâche pas pendant 2 ou 3 heures. Il y a des jeunes, mais pas seulement. Dans le public. Je ne vois pas. Ah oui, je pensais que vous parliez de moi, mais non. Moi, je ne sais pas. Oui, bien sûr, non. Il y a des gens de tous les âges. Bien sûr, on fait la fête à tout âge. Et ce qui est étonnant aussi, c'est votre réseau. C'est-à-dire que vous avez un réseau bien préférable à celui des hommes politiques ou économiques. Il y a 5 millions de fans, je crois, 5 millions de membres, c'est énorme. Mmh. Et oui, le réseau est là, et grâce à ça, on peut évidemment toucher les gens dans le monde entier. Oui, je crois que Spotify, 5 millions et 2,5 millions d'abonnés sur Facebook. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais ça augmente à chaque fois. Ouais, là, pendant le confinement, ça a bien explosé. On a pris 500 000 followers, et puis sur Instagram aussi. Et voilà, il faut être un artiste vrai. Comme ça, les gens vous suivent et ils vous envoient plein de belles vibrations. Et ça va encore se développer ? J'espère. Bon, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui, tellement de gens sur les réseaux, tellement d'artistes qui sont bons, talentueux. Il faut sans arrêt se remettre en question et puis créer des choses nouvelles. Et puis peut-être vous arrêterez un jour parce que vous rêvez, je crois, Bob Sinclar, d'un safari. Ouais, j'aimerais bien partir en vacances un jour. Mais bon, faire un safari au Kenya ou en Afrique du Sud, pourquoi pas. J'adorerais faire ça avec mes enfants. Mais bon, comme Sam Lyon, je suis un grand fan de Belmondo, donc dans Itinéraire d'un enfant gâté, lui il prend sa retraite comme ça en Afrique et tout, pourquoi pas. Voilà, en attendant vous allez travailler comme une bête. Comme toujours. Comme toujours. Avec beaucoup de passion. Et vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio. Merci, où comme vous nous parlons vrai. Merci de nous avoir appris tout ça et continuez ainsi. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.